J'habite ici, tu me fais mal au bras, respecte les consignes, je te suggère de laisser ma fille tranquille maintenant ou tu le regretteras. Une adolescente faisait un simple jogging dans son quartier. Quelques minutes plus tard, elle se retrouvait face contre terre sur le trottoir, le bras cassé. Le policier qui l'a agressée ignorait qu'elle était la fille d'un acteur mondialement connu. Tout avait commencé comme n'importe quel samedi après-midi. Imani Rollins, 17 ans, venait de terminer son cours de physique et avait besoin d'une bouffée d'air frais pour se changer les idées avant le dîner. Elle enfila ses baskets noires, les laça fermement et remonta la fermeture éclair de son sweat à capuche bleu marine, celui qu'elle portait fièrement. Sur sa poitrine, en lettres dorées délavées, était inscrit « Benedict College Summer Programme ». Sa mère le lui avait offert lors de leur voyage en Caroline du Sud, juste après son admission au camp de préparation au STEM. Bellwood Hills n'était pas vraiment animé. C'était propre, calme et presque immobile. Des clôtures blanches encadraient des pelouses impeccablement entretenues, et les rues dégageaient un silence étrange, comme si elles vous faisaient chuchoter sans que vous vous en rendiez compte. Elle y vivait depuis l'âge de 12 ans. La plupart des gens connaissaient son visage, même s'ils ne se souvenaient pas toujours de son nom. Elle n'avait jamais eu de problème jusqu'à aujourd'hui. Elle écouta sa playlist, glissa ses écouteurs et se dirigea vers Western Drive. La pente lui pressait toujours les poumons. Moins de 5 minutes s'étaient écoulées lorsqu'elle l'aperçut, une voiture de patrouille Ford Explorer noire et blanche garée à proximité, le conducteur toujours à l'intérieur. Le genre de présence qu'on remarque même quand on ne fait rien de mal. Elle y jeta un rapide coup d'œil et reprit sa course. 2 pâtés de maison plus loin, elle tourna sur Danbury Lane et revit la même voiture. Cette fois, elle avançait lentement. Sa musique continuait, mais quelque chose la serrait. Le rythme de ses oreilles changea, non pas au niveau du son, mais au niveau de l'émotion. Son jogging ralentit pour se transformer en une marche prudente. Elle ne voulait pas trop y penser, mais elle ne pouvait s'en empêcher. Une voiture de police qui tournait autour du même pâté de maison, la suivant comme une ombre, la même, dans le quartier où elle habitait, cela ressemblait à une accusation tacite. Elle tendit la main et retira un écouteur. C'est là qu'elle l'entendit. Et elle s'est retournée. L'agent Brian Kellner se tenait à une vingtaine de mètres, une main posée sur la hanche, la mâchoire serrée. Elle ne le connaissait pas. Pas de nom. Elle ignorait totalement qu'il avait été transféré de Norwood 2 mois auparavant. Tout ce qu'elle voyait, c'était son badge et le ton de sa voix. « Tu habites dans le coin ?» demanda-t-il en s'approchant. « Oui » dit-elle en clignant des yeux. « Je fais du jogging. J'habite Bramble Street. » Il continua à marcher vers elle. « Identifiant ? » « Je fais mon jogging » répéta-t-elle d'une voix plus ferme. « Je n'ai pas pris mon portefeuille. Je n'ai rien sur moi. »« Quel est ton nom ?» Elle hésita. « Imani. » Ses yeux se rétrécirent. « Nom de famille. »« Rollins. » Il s'arrêta. « Mets tes mains là où je peux les voir. » Elle cligna de nouveau des yeux, confuse. « Attends, quoi ? » « Levez les mains, maintenant. » Il n'y avait personne à proximité pour intervenir. La porte du garage de la maison la plus proche était ouverte, mais personne n'était en vue. Imani se figea un instant, puis leva lentement les mains. « C'est fou, » dit-elle d'une voix brisée. « J'habite littéralement ici. » Kellner fit un autre pas. Puis sa main s'élança rapidement. Il lui saisit le poignet. « Oh hé, qu'est-ce que tu… » Elle essaya de s'écarter, mais c'est alors qu'il lui tira le bras vers le bas et la projeta contre le trottoir. Ses genoux raclèrent le béton. Une douleur intense lui traversa le coude et le poignet, puis le craquement se fit entendre. C'était si rapide que ça ne semblait pas réel. Pas au début. Elle a crié. « Arrête de résister » aboya-t-il. « Je ne résiste pas, tu me fais mal. » La douleur était aveuglante, mais le choc la maintenait alerte. Elle gisait recroquevillée, le bras tordu sous elle. Au loin, la porte d'un voisin claqua. « Que diable se passe-t-il » cria une voix de femme. Kellner se retourna mais ne dit rien. « Lâche-la » cria quelqu'un d'autre. Mais ce n'était que le début. La poigne de l'agent Brian Kellner était ferme, délibérée, experte. Le genre de poigne qui montrait qu'il avait déjà fait ça. À maintes reprises. Et il ne lâchait prise que lorsqu'il le décidait. Son genou s'enfonça dans le dos d'Imani. Elle ne voyait pas grand-chose, mais elle entendait tout.
Des pas qui se rapprochaient. Des voix qui s'amplifiaient. Sa propre respiration, courte, paniquée, irrégulière. Et par-dessus tout, le clic caractéristique d'un enregistrement vidéo. Monsieur, laissez-la partir. C'est une enfant. C'était Madame Albrecht. Tout le monde à Bellwood Hills la connaissait. Institutrice à la retraite, elle promenait son Beagle 2 fois par jour. Imani l'avait un jour aidé à porter ses courses alors qu'elle avait le poignet dans le plâtre. Elle a dit qu'elle habitait ici. La voix d'Albrecht tremblait, mais elle ne recula pas, elle ne fait rien de mal. Kellner leva les yeux, mais son expression resta inchangée. Il maintenait son poids sur le dos d'Imani, une main forçant toujours son bras à remonter anormalement vers son épaule. Son avant-bras semblait ne tenir que par des fils. Elle correspondait à la description du répartiteur, murmura-t-il, s'adressant enfin à la foule grandissante qui se rassemblait le long du trottoir. Quelle description, s'écria un homme. C'est une adolescente qui fait son jogging dans son quartier, mec. Je demande à tout le monde de reculer, aboya Kellner. Vous perturbez une enquête. Imani gémit. Elle essaya de relever la tête. S'il te plaît, mon bras. C'est alors que Madame Albrecht s'avança à nouveau. Elle brandit son téléphone comme un bouclier. J'enregistre, dit-elle d'une voix plus assurée. Et j'appelle la station. Il faut appeler ses parents, ce n'est pas bien. Kellner laissa échapper un soupir aigu par le nez. Il relâcha légèrement sa prise, juste assez pour qu'Imani se mette sur le côté. Mais le mal était fait. Son bras gauche pendait à un angle esséurant. Il a appelé par radio pour demander une assistance médicale, tout en essayant de contrôler la scène. Elle a résisté, a-t-il dit au central. Possible luxation. Légère. Mineure. Halta Imani, les larmes coulant sur son visage. Tu l'as cassé. Elle n'avait pas besoin de crier. Sa douleur disait tout. Les ambulanciers arrivèrent 5 minutes plus tard, les sirènes interrompant le calme du début de soirée. 2 secouristes s'agenouillèrent à côté d'elle, lui demandant son nom, si elle sentait ses doigts, si elle souffrait d'allergie. Elle répondit dans un murmure, sa main valide tremblant tandis qu'elle tentait de s'asseoir. Laissez-la parler à ses parents, insista Albrecht, planant au-dessus d'elle de manière protectrice. Un ambulancier a doucement aidé Imani à s'asseoir, soutenant son bras brisé. On va l'emmener à Saint-Luc, dit-il doucement. Tout ira bien. Elle ferma les yeux. Elle ne savait plus vraiment ce que « ok » voulait dire. Alors qu'il la hissait dans l'ambulance, quelqu'un dans la foule murmura « N'a-t-elle pas dit que son nom de famille était Rollins ?» Cette fille me dit quelque chose. L'ambulancier à côté d'elle haussa un sourcil. Tu as dit que ton nom était Imani Rollins, n'est-ce pas? Elle hocha la tête en grimaçant. Ouais. Il la regarda encore un moment, puis se pencha, la voix basse. Tu n'as aucun lien de parenté avec l'acteur, n'est-ce pas? Elle baissa les yeux. Son souffle se bloqua dans sa poitrine. C'est mon père. L'ambulancier ne réagit pas immédiatement. Il hocha simplement la tête, lentement, comme si une pièce du puzzle s'était mise en place. Il jeta un coup d'œil par les portes ouvertes, vers l'agent Kellner, les bras croisés, le visage impassible, faisant comme si de rien n'était. Dans l'ambulance, le téléphone d'Imani vibra. Un message de sa mère s'afficha sur l'écran. Elle n'avait pas répondu à l'appel précédent, sa mère avait probablement déjà vu la vidéo. La nouvelle se répandait. Une douleur profonde envahit la poitrine d'Imani, non seulement due à la douleur irradiant dans son bras, mais aussi à quelque chose de plus lourd. La certitude que rien de tout cela ne serait arrivé si elle avait changé. Elle le savait. Tout le monde à l'extérieur de l'ambulance le savait. Mais il y avait encore une personne qui ne l'était pas. L'officier Brian Kellner se tenait sur le trottoir, les mains sur les hanches, regardant l'ambulance s'éloigner, ignorant que la fille qu'il venait de jeter sur le trottoir était la fille de l'un des visages les plus reconnaissables d'Amérique. Il ne savait pas que son nom ferait la une des journaux le lendemain matin. Mais les dégâts qu'il a causés n'avaient rien à voir avec la célébrité. Et c'est ce qui a aggravé la situation. À peine l'ambulance avait-elle tourné le coin que les téléphones de Bellwood Hills se sont allumés. Les vidéos aux 2 d'entre elles avaient déjà fait leur chemin dans les groupes de discussion, les fils d'actualité Facebook et même sur le forum local de surveillance de quartier. Ce qui avait commencé comme un samedi après-midi ordinaire s'était transformé en quelque chose de bien plus profond. Linda Albrecht était assise sur les marches de son Porsche,
les mains tremblantes. Elle n'avait pas prévu de s'impliquer. Elle n'était pas du genre à sortir son téléphone dans des moments pareils. Mais quelque chose dans le cri d'Imani ou ce claquement sec et soudain l'avait transpercé. Peu importe qui elle était. Pas à ce moment-là. C'était une adolescente qui souffrait. Terrifiée. Linda a appelé son amie Margie, qui habitait un pâté de maison plus loin. « J'ai tout vu », dit-elle. Il ne lui a rien demandé. Il l'a juste attrapée. Comme si elle représentait une menace. Comme si elle n'avait rien à faire ici. Margie n'avait pas l'air surprise. « Tu penses que le département va le soutenir ? Ils le font toujours. » De l'autre côté de la ville, Simone Rollins terminait de préparer le dîner lorsque son téléphone sonna. Pas une, mais 3 fois de suite. Lorsqu'elle décrocha enfin, c'était la fille de son voisin, Anna, presque essoufflée. « Madame Rollins Imani, elle va bien, je crois, mais il y avait un policier, elle est dans une ambulance en ce moment. Les gens en parlent. » Simone laissa tomber la spatule sur le comptoir. « Quelle ambulance ? De quoi parlez-vous ? » « Je crois que c'est Saint-Luc, » répondit Anna. « Je pensais juste que tu voudrais savoir, avant de le voir en ligne. » Simone n'attendit pas une seconde de plus, elle attrapa ses clés et appela son mari alors qu'elle sortait de l'allée. « Qu'ainsi, » dit-elle en essayant de garder sa voix stable, « quelque chose est arrivé à Imani. » Son mari ouvrait déjà Twitter. 2 minutes plus tard, il a rappelé, sa voix n'était qu'un murmure. « Jésus, a-t-il dit, quelqu'un l'a filmé, c'est déjà tendance. » Aux urgences, Imani était allongée sur un lit étroit, son bras cassé maintenu dans une attelle temporaire. Les analgésiques ont atténué les angles les plus tranchants, mais elle pouvait encore ressentir le mal de tout cela, comme si une tempête s'était installée dans ses os. Elle fixait les carreaux du plafond d'un air vide, rejouant chaque seconde angoissante dans son esprit. La porte s'est ouverte. Sa mère est intervenue la première, rapidement, les yeux écarquillés de panique et de rage. Elle traversa la pièce en 2 longues enjambées, repoussant l'infirmière alors qu'elle s'agenouillait à côté du lit d'Imani. « Oh mon Dieu, bébé, qu'est-ce qu'il t'a fait ?» Imani déglutit difficilement. « Je lui ai dit. Je lui ai dit que j'habitais ici. Je lui ai dit mon nom. » Son père l'a suivi 1 minute plus tard. Au début, il ne dit rien, il resta là, figé, à regarder sa fille, son poignet enflé, ses genoux écorchés, les larmes séchant sur ses joues. « Qui était-ce ? demanda-t-il finalement. « Quel est son prénom ? » « Je ne sais pas, » dit doucement Imani. « Il n'a jamais dit. » Ils restèrent assis avec elle en silence pendant quelques longues minutes, avant que l'infirmière ne revienne pour lui expliquer le diagnostic, une fracture complète. La chirurgie n'est peut-être pas nécessaire, mais la convalescence prendrait des semaines. Imani l'entendit à peine. Son téléphone vibra à nouveau, puis à nouveau un autre message, puis un autre. « Ne le regarde pas, » dit doucement Simone. « Cela n'a pas d'importance pour le moment. » Mais Imani l'avait déjà vu. Une capture d'écran, un commentaire sous la vidéo. Pourquoi court-elle ici ? On dirait qu'elle repère des maisons. Celui-là a atterri plus profondément que ce que les analgésiques pourraient jamais atteindre. La porte des urgences s'ouvrit à nouveau, cette fois plus lentement. Un agent de sécurité de l'hôpital est intervenu, suivi d'une femme portant une veste sombre, un badge en civil accroché à sa taille. « M et Madame Rollins, commença-t-elle, je suis l'inspectrice Sarah Mangeant, des affaires internes. Nous sommes ici pour recueillir une déposition. Les médias ont déjà beaucoup parlé de vous. » Denzel Quincy se leva. « Ma fille ne fait pas la une des journaux, » dit-il d'une voix basse et ferme. Le détective hocha la tête. « Je comprends, monsieur. Mais ça va être énorme. » Il n'a pas répondu, il n'en avait pas besoin. Il a juste regardé sa fille meurtrie, bandée et assue. Ils avaient franchi une ligne qui ne pouvait plus être franchie. À l'extérieur de l'hôpital, les journalistes avaient déjà commencé à arriver. Un fourgon de presse locale était garé près de l'entrée de secours. Et l'officier serveur ? Il avait été rappelé au poste, mais pas pour être puni, pas encore. Ils ont dit que c'était une procédure. Ils ont dit qu'ils avaient besoin de sa version de l'histoire. Il a dit à son supérieur qu'elle résistait. Il a dit qu'elle ne s'était pas identifiée. Il a insisté sur le fait qu'il avait des raisons de croire qu'elle était dangereuse. Mais peu importe ce qu'il disait à huis clos, la vérité était déjà connue du monde entier. Et le monde regardait.
La chambre 4h18 de Saint-Luc sentait l'alcool à friction et la cire à plancher au citron. Imani était allongée tranquillement sous une fine couverture, les yeux mi-ouverts, regardant la ligne intraveineuse dans son bras pulsé avec un liquide clair. Son poignet avait été stabilisé et bandé, mais l'échymose s'étendait au-delà de son coude comme un feu lent et rampant. Elle ne parlait pas beaucoup. Sa mère, Simone, était assise près de la fenêtre en silence. Quincy faisait les 100 pas au bout du lit, son téléphone toujours à la main. Toutes les quelques minutes, il bourdonnait à nouveau. Journaliste. Amis. Producteur. Famille. Les images avaient déjà été partagées par 3 médias nationaux. Ce n'était plus une histoire locale. Mais pour l'instant, rien de tout cela n'avait d'importance. Ce qui importait, c'était que leur fille avait été blessée ou gravement blessée. Simone se pencha et écarta doucement une mèche de cheveux du front d'Imani. « Tu te souviens de tout ce qui s'est passé ?» La voix d'Imani était douce, mais ferme. « Ouais, tout ça. » « Est-ce qu'il a dit pourquoi il t'a arrêté ?» Elle secoua lentement la tête. « Il a juste dit que j'avais l'air suspect. Je lui ai dit mon nom. Je lui ai dit où j'habitais. Je lui ai dit que je n'avais pas ma carte d'identité parce que je faisais mon jogging. » Simone cligna des yeux et détourna le regard, pressant ses lèvres l'une contre l'autre. Quincy arrêta de faire les 100 pas et regarda par la fenêtre, la mâchoire serrée. Puis finalement, il a demandé « Veux-tu leur dire qui tu es ?» Imani tourna la tête vers son père. Il se fichait de savoir qui j'étais, papa, il ne m'a même pas demandé. La pièce devint silencieuse. Il ne m'a même pas vu, murmura-t-elle. Il a juste vu ce qu'il voulait. Ils sont restés assis avec cette vérité pendant un moment, et personne ne savait quoi dire. C'est l'infirmier à un homme grand nommé Ravière qui a finalement rompu le silence. Il est venu vérifier la perfusion et a doucement soulevé le bras blessé d'Imani pour ajuster le support. « Tu es quelqu'un de fort, dit-il gentiment, avec un sourire chaleureux. La plupart des adultes pleuraient encore. Imani fit un demi-sourire. « Ça fait trop mal de pleurer. » Il rigola doucement. « C'est réel. » Alors qu'il sortait, il s'arrêta et regarda Quincy. « Monsieur, j'admire beaucoup votre travail. Mais j'admire encore plus ce que je viens de voir. » Quincy fronça les sourcils, incertain. « Qu'est-ce que c'est ?» Ravière fit un signe de tête vers Imani. « Votre fille. Elle a tenu bon. J'ai vu les images. Ce n'est pas que du courage, c'est du contrôle. C'est de l'assurance. Vous l'avez bien élevée. » La voix de Simone se brisa lorsqu'elle murmura « Merci ». Quincy baissa les yeux, ne sachant pas comment réagir. Puis son téléphone a vibré à nouveau. Cette fois, un message de son publiciste. CNN voulait un commentaire. NBC venait de le diffuser en prime time. Il tourna l'écran vers Simone. Elle le lut et hocha lentement la tête. Ils vont déformer les choses d'une manière ou d'une autre. Autant le dire avant que quelqu'un d'autre ne le fasse. Imani ne parlait pas, mais ses yeux étaient toujours ouverts, toujours à l'écoute. Simone se pencha en avant et prit doucement la main de sa fille. « Nous ne faisons pas ça pour attirer l'attention, dit-elle doucement. ENT. Tu n'as rien demandé. Mais si on ne dit rien maintenant, ils combleront les lacunes eux-mêmes. » Un coup à la porte. Un autre visiteur. Cette fois, c'était le révérend Marcus Bledsoe, d'une église locale, quelqu'un que la famille connaissait grâce à son travail caritatif. Il entra lentement, retira son chapeau et regarda Imani avec une profonde inquiétude. « Je suis venu dès que j'ai entendu ça, dit-il doucement. Imani, ma chérie, est-ce que tu peux parler ? » Elle hocha faiblement la tête. Il s'assit au pied du lit, ajustant sa cravate. Vous savez, quand les gens disent qu'ils se reconnaissent dans la jeune génération, c'est généralement juste quelque chose que nous disons pour paraître fiers. Il s'arrêta, prit une inspiration. Mais aujourd'hui, je le pense vraiment. Tu ne méritais pas ce qui est arrivé. Mais comment te comportes-tu maintenant ? Ça compte. Ça comptera plus que tu ne le penses. Quincy s'est finalement assis. Nous voulons juste qu'elle se sente à nouveau en sécurité, a-t-il déclaré. Je me fiche des gros titres. Je veux savoir qu'elle peut courir sans crainte. Qu'elle n'aura pas toujours à regarder par-dessus son épaule, juste pour courir. Le révérend Bledsoe hocha la tête. Alors, laissez le monde voir sa force.
Laissez-les ressentir ce que c'est que d'être elle, ne serait-ce qu'un instant. Laissez sa voix s'exprimer. Imani jeta un coup d'œil à son téléphone. Des messages de camarades de classe, de vieux amis, d'étrangers, tout cela inonde son écran. Certains sont en colère, d'autres sont solidaires. Tous regardent. Et pour la première fois depuis l'incident, elle sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Pas de soulagement. Pas peur. Juste du poids. Mais ce qu'il ne réalisait pas, c'est que le poids d'être vu peut être tout aussi lourd que celui d'être ignoré. Au lever du soleil le lendemain matin, le nom d'Imani était en vogue dans tout le pays. L'un des premiers titres nationaux disait « Une adolescente agressée par un policier lors d'un jogging dans un quartier chic de Californie ». Un sous-titre plus petit a suivi. La victime confirmée est la fille de l'acteur Quincy Robbins. C'est tout ce qu'il a fallu. Les réseaux sociaux ont explosé. Pas seulement avec indignation, mais avec spéculation. D'anciens extraits de Quincy l'interview, discours, et même rôles au cinéma ont été recyclés, rediffusés, partagés, légendés avec des commentaires tels que « Il nous a prévenus ». Il en parle depuis des années. Mais la famille n'avait pas encore parlé pas officiellement. Et ce silence commençait à devenir bruyant. Simone et Quincy ont rencontré en privé leur équipe juridique dimanche après-midi dans une salle de conférence annexe de l'hôpital. Les stores étaient tirés. L'ambiance était lourde. L'équipe est venue avec des suggestions, des stratégies et des projets soigneusement rédigés. Rien de tout cela ne me semblait juste. Elle n'a pas besoin d'un communiqué de presse, a déclaré Simone catégoriquement. Elle a besoin de protection. L'une des avocates, une femme nommée Phyllis Monroe, a pris une inspiration. Je comprends. Mais vous n'êtes pas seulement les parents d'Imani pour l'instant. Vous êtes des personnalités publiques, que vous le vouliez ou non. Ce que vous direz, ou ne direz pas, donnera le ton de la suite. Quincy s'est frotté l'arête du nez. Nous ne cherchons pas à créer une marque à partir de son traumatisme. Phyllis hocha la tête. Alors dis-le. Dis-le à ta façon. Mais si tu ne parles pas, quelqu'un d'autre parlera à ta place. Ou pire, il parlera à sa place. Imani était restée silencieuse tout au long de la réunion jusqu'à maintenant. Elle bougea sur son siège et leva les yeux. Puis-je l'écrire ? Tout le monde se tourna vers elle. Tu es sûr ? Demanda doucement Simone. Imani fit un petit signe de tête. Je ne veux pas que les gens se battent pour moi. Je veux qu'ils m'écoutent. Plus tard dans la soirée, elle a publié sa déclaration. Pas par l'intermédiaire d'un publiciste. Pas par l'intermédiaire de l'agent de Quincy. Mais sur son propre compte Instagram. Texte noir sur fond blanc. Pas de hashtag. Pas de police tape à accent grave-l'œil. Je faisais mon jogging dans mon quartier. Je faisais tout comme il fallait. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas couru. Je n'ai pas menti, j'ai simplement existé, et cela a suffi à me faire du mal, non pas à cause de qui je suis vraiment, mais à cause de l'image que l'on se faisait de moi. Je ne parle pas parce que je suis célèbre, je parle parce qu'il y a des filles comme moi qui n'ont même pas la chance d'être entendues. J'ai de la chance, je peux guérir, mais qu'en est-il de celles qui ne peuvent pas rentrer chez elles ? Il ne s'agit pas d'obtenir justice parce que mon père passe à la télé. Il s'agit d'une justice qui n'aurait jamais dû nécessiter une caméra, ni un nom connu, pour être prise au sérieux. Je veux me présenter à nouveau, sans être surveillé, sans être suivi, sans être blessé. En seulement 2 heures, la publication avait reçu plus d'1 million de « j'aime ». Les commentaires affluaient, camarades de classe, inconnus, célébrités, collègues sportifs, et même d'anciennes victimes de violences policières. Assise au bord du lit, Simone les lisait à voix haute, s'arrêtant de temps en temps pour retenir ses larmes. Elle reçoit des messages de gens de Cincinnati, d'Oakland, de Spokane. « Regardez-moi celui-là », dit-elle. Une fille de son âge lui a écrit qu'elle avait arrêté de courir dehors après avoir vécu la même chose l'année dernière. Quincy baissa les yeux vers le téléphone, puis soupira. Combien y en a-t-il encore ? Ils connaissaient tous la réponse. Trop. Devant l'hôpital Saint-Luc, d'autres caméras sont arrivées. L'hôpital a dû dévier une partie de la circulation piétonne par l'entrée latérale pour éviter d'encombrer le hall. Pendant ce temps, des manifestants commençaient à se rassembler près du commissariat de police, à quelques kilomètres de là. Certains brandissaient des pancartes. D'autres se contentaient de lever leur téléphone. Mais à l'intérieur,
Ils étaient toujours seuls, une famille essayant de survivre tandis que le monde entier les regardait pleurer quelque chose qui n'aurait jamais dû leur être enlevé. Ce soir-là, un pasteur local leur rendit visite à nouveau, pas le révérend Bledsoe cette fois, mais un jeune homme nommé Thierry Marchand. Il ne vint pas leur donner de conseils. Il resta simplement assis en silence avec eux, leur fit une courte prière pour la paix, puis se tourna vers Imani d'une seule voix posée, « Votre silence vous aurait protégé, mais votre vérité pourrait sauver quelqu'un d'autre. » Imani ne répondit pas grand-chose, mais elle se souvint de ces mots. Et tandis qu'ils étaient tous assis à regarder le soleil disparaître derrière le parking de l'hôpital, quelque chose commença à changer, non seulement dans leur famille, mais dans tout le pays. Car c'est au moment où le monde commence à écouter que la véritable épreuve commence. Alors que l'histoire d'Imani circulait d'un océan à l'autre, l'agent Brian Kellner restait quasiment invisible. Il n'avait pas parlé aux médias et n'avait rien publié en ligne. Son service n'avait publié qu'une vague déclaration, reconnaissant qu'une enquête interne était en cours. Mais cela n'a pas empêché les enquêteurs de creuser. Tout a commencé par un fil Reddit intitulé « Kellner a-t-il déjà fait ça ?» Moins de 12 heures plus tard, le fil avait explosé, plus de 8000 commentaires et 3 chronologies détaillées de ses précédents travaux dans les villes voisines. Les histoires se succédaient, et elles n'étaient pas flatteuses. Kellner, 41 ans, avait été transféré au département de police de Bellwood Hills 2 mois plus tôt, après 7 ans au sein du département de police de Norwood. Durant cette période, il avait accumulé 5 plaintes pour usage excessif de la force. Tout avait été classé sans suite. Mais rien de tout cela n'avait jamais été rendu public jusqu'à présent. Un journaliste de Sacramento avait consulté des registres de plaintes internes en utilisant les lois sur les archives publiques. Dans l'une d'elles, un adolescent noir souffrait d'une fracture de la clavicule après avoir été arrêté pour correspondance avec la description d'un voleur de voiture. Une autre plainte concernait une femme latino-américaine qui avait été plaquée lors d'un contrôle routier, mais dont le seul délit était d'avoir conduit avec un feu arrière cassé. Aucun de ces incidents n'avait fait le buzz. Aucune de ces victimes ne portait de nom de famille célèbre. Et pour beaucoup, c'était là l'essentiel. Les défenseurs de Kellner, dont le syndicat de police local, insistaient sur le fait qu'il était un policier dévoué, engagé pour la sécurité publique. Ils affirmaient que les attaques contre sa personnalité étaient injustes, surtout sans connaître tous les faits. Ils affirmaient qu'il ne faisait que son travail. Mais la pression montait. Toutes les grandes chaînes d'information de l'État s'étaient alors emparées de l'affaire. Un ancien superviseur de police, s'exprimant anonymement dans un podcast, a décrit Kellner comme un homme colérique et obsédé par le respect des règles. Un autre est allé plus loin, le qualifiant de poudrière qui ne désespérait jamais alors qu'il pouvait dominer. Qu'ainsi lut l'article à voix haute dans leur salon. Imani était assise en face de lui, le bras toujours en écharpe, les yeux lourds d'épuisement. « Je ne veux pas être la raison pour laquelle quelqu'un perd son emploi, dit-elle doucement. Sa mère secoua la tête. « Chérie, ce n'est pas une question de vengeance. Je veux juste qu'il sache que je ne suis pas celle qu'il a vue, a ajouté Imani. Je veux qu'il le ressente. » Simone regarda sa fille avec un regard fatigué et profond. « Je crois qu'il le ressent maintenant, pour la première fois. » Pendant ce temps, au sein de la police de Bellwood Hills, l'ambiance avait changé. Kellner avait été placé en congé administratif avec solde, dans l'attente d'une enquête. Son bureau était fermé à clé. Sa plaque signalétique avait été retirée du mur du couloir. Les policiers avaient cessé de le mentionner nommément. Certains pensaient qu'il serait blanchi, comme toujours. D'autres en doutaient. Le lendemain soir, un jeune policier, Anthony Gentry, était assis dans sa voiture de patrouille et repassait les images des caméras corporelles des rapports d'arrestation précédents de Kellner. Une chose le remarquait, le ton, toujours agressif, jamais calme. Toujours à imaginer le pire. Il secoua la tête. Il s'est trompé de famille, marmonna-t-il. Mais Gentry savait que c'était plus grave. Kellner ne savait pas qui était Imani. C'est ce qui aggravait les choses. Il se fichait de savoir qui elle était. Il n'a rien demandé. Il a agi comme des dizaines de fois auparavant. Sauf que cette fois, il y avait des caméras. Il y avait un nom. Et il y avait une adolescente assez courageuse pour parler. Le soir même, Phyllis, l'avocate de la famille, reçut un message d'un agent du ministère de la Justice. Une enquête fédérale sur les droits civiques avait été ouverte. L'affaire était calme pour l'instant, mais sérieuse. Simone se couvrit la bouche pendant que Phyllis s'expliquait par haut-parleur.
Ils visionnent les images. Ils vont commencer à interroger des témoins. Et ils ne s'intéressent pas seulement à Kellner, mais aussi au département. Quincy expira. Il était temps. Mais tout le monde n'était pas d'accord. Des manifestants avaient commencé à se rassembler devant l'hôtel de ville. Certains soutenaient Imani, brandissant des pancartes à son nom, exigeant des comptes. Mais de l'autre côté de la rue, un petit groupe s'était également rassemblé, portant des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Soutenez notre police » et « Ne jugez pas trop vite ». L'une d'elles, une femme d'une soixantaine d'années aux cheveux gris courts et portant des lunettes de soleil, a déclaré à un journaliste « Je me fiche de savoir qui est son père. Obéissez à la police. » C'est tout. Le journaliste n'a pas répondu. Il a simplement tenu le micro en place pendant qu'Internet jugeait par lui-même. De retour chez les Rollins, Imani parcourait les articles de presse, l'air incrédule. « Combien de personnes a-t-il blessé avant moi » demanda-t-elle. Simone s'assit à côté d'elle. « Trop, répondit-elle. Mais tu as arrêté. Mais la vérité, c'est que pour arrêter quelqu'un comme Kellner, il ne faut pas commencer par les gros titres. Il faut aussi savoir qui est prêt à écouter une fois les projecteurs éteints. » La température à l'extérieur du commissariat de police de Bellwood Hills avait grimpé jusqu'à plus de 27 degrés Celsius. Mais la foule ne cessait de grossir. À midi, près de 400 personnes étaient rassemblées sur la pelouse. Nombre d'entre elles brandissaient des pancartes à l'effigie d'Imani ou une de ses amies du camp d'été STEM qu'elle adorait. Certaines portaient des t-shirts noirs sur lesquels était écrit « Laissez-la courir ». D'autres restaient immobiles, le poing levé, en silence. De l'autre côté de la rue, la contre-manifestation restait plus restreinte, mais plus bruyante. Un homme armé d'un mégaphone répétait sans cesse « Loi et ordre. Ne les enfreignez pas si vous ne voulez pas les subir. » Sa voix se brisait sous la chaleur, mais le message était clair, tout le monde ne voyait pas Imani comme une victime. À l'intérieur de la maison des Rollins, les stores étaient baissés. La famille faisait de son mieux pour ignorer les informations diffusées en direct sur 3 chaînes différentes. Imani était assise en tailleur sur le canapé, son bras blessé reposant sur un oreiller. « Je n'ai pas demandé tout ça, dit-elle, et ce n'était pas la première fois. » Simone leva les yeux de son ordinateur. « Personne ne dit que tu l'as fait. » Quincy se tenait derrière l'îlot de cuisine, silencieux, observant sa fille, observant la pièce, comme s'il essayait de tout assimiler sans réagir trop vite. « Et si je passais devant la caméra » demanda soudain Imani. Simone cligna des yeux. « Tu es sûr ? Je ne veux plus me cacher. J'ai quelque chose à dire. Je ne veux juste pas qu'il le déforme. » Quincy s'approcha lentement. « Si tu parles, tu dis ta vérité. Rien de poli. Rien d'écrit pour toi. Juste toi. » Imani hocha la tête. Plus tard dans la journée, ils ont accepté une courte interview en direct avec la journaliste Elise Manning de Channel 12. Elise n'était pas connue pour son côté sensationnaliste. Elle s'était forgé la réputation de laisser les gens s'exprimer sans les mettre dans leurs petits souliers. Ils se sont rencontrés en terrain neutre, une petite bibliothèque municipale, à 2 pas de l'hôpital. Les caméras tournaient. Imani était assise, le bras toujours bandé et soutenu. La voix d'Élise était douce, mais elle ne se dérobait pas. « Pourquoi avez-vous décidé de parler aujourd'hui » a-t-elle demandé. Imani prit une inspiration. « Parce que je veux que les gens arrêtent de prétendre que ça n'arrive que devant une caméra. Je veux qu'ils arrêtent de se demander ce qu'on a fait pour mériter ça, et qu'ils commencent à se demander pourquoi ça continue, même quand on fait tout comme il faut. » Élise hocha la tête. « Certains disent que cette histoire n'a fait parler d'elle qu'à cause de ton père. » Peut-être, dit Imani. Mais je préférerais que ce soit discret, même si cela devait ne jamais arriver. C'était cru. Franc. Et ça a fait mouche. Cet extrait n'a été diffusé qu'une seule fois. En quelques heures, il a été republié sur toutes les grandes plateformes. Des célébrités ont commencé à donner leur avis. Serena Winston, la coureuse olympique, a tweeté « Cette fille est plus forte que la plupart des hommes adultes. Laissez-la courir. Laissez-la vivre. » Des avocats spécialisés dans les droits civiques et des juges à la retraite ont manifesté leur soutien. Un ancien procureur fédéral a déclaré lors d'une table ronde matinale, cela pourrait déclencher des réformes attendues depuis longtemps dans ces petits départements de banlieue. Malgré tout, l'autocuiseur continuait de chauffer, de tous les côtés. À l'intérieur du commissariat de Bellwood Hills,
le chef de la police Randall Odom a convoqué une réunion privée avec les cadres supérieurs. Il avait l'air fatigué, épuisé par quelque chose de plus profond que l'épuisement. Il n'avait pas dormi plus de 2 heures en 3 nuits. On ne peut pas faire comme si on n'avait rien vu de cette vidéo, a-t-il dit d'une voix basse mais ferme. Je ne suis pas là pour jeter qui que ce soit sous le bus, mais on ne survivra pas à ça si on continue à se cacher. Quelques officiers plus âgés s'agitaient mal à l'aise sur leur siège. Au début, personne ne parlait. Finalement, l'officier Gentry, le plus jeune qui avait regardé en silence les images de la vieille caméra corporelle de Kellner, leva la main. « Je pense que les gens veulent plus qu'une suspension », a-t-il déclaré prudemment. Ils veulent la preuve que nous ne protégeons pas les nôtres, quoi qu'il arrive. Odom le regarda longuement, l'air lourd. C'est ce qui me fait peur. De l'autre côté de la ville, dans le gymnase d'un collège voisin, un forum communautaire était prévu. La participation a été plus importante que prévu. Il a fallu ouvrir les gradins pour que tout le monde puisse y entrer. Certains sont venus pour se défouler. D'autres pour écouter. Mais chacun avait quelque chose à dire. Une enseignante locale se leva, la voix posée. J'ai eu des élèves arrêtés juste parce qu'ils allaient à l'école. Des enfants qui avaient appris à ne pas mettre les mains dans leurs poches avant de savoir multiplier. Un homme plus âgé la suivait, lentement et délibérément. Je vis ici depuis 34 ans, dit-il, et je n'ai jamais vu un policier arrêter quelqu'un comme ça. Pas une seule fois. Sauf s'il lui ressemblait. Un silence s'abattit sur le gymnase. Tout le monde comprit ce qu'il voulait dire. Personne ne l'interrompit. Imani n'était pas là ce soir-là, mais son nom résonnait dans tout le bâtiment. Non pas parce qu'elle était célèbre, mais parce qu'elle était devenue quelqu'un d'autre, impossible à ignorer. Un miroir. Un miroir qui force les gens à voir ce qui se reflète réellement. Mais les miroirs ne fonctionnent que si les gens sont prêts à regarder. À la fin de la semaine, la plainte était officielle et déposée devant un tribunal fédéral. La famille Rollins a intenté une action civile contre l'agent Brian Kellner et le service de police de Bellwood Hills. La plainte mentionne une détention illégale, un recours excessif à la force, des agressions ayant entraîné des lésions corporelles et une violation des droits constitutionnels. Le langage était clair, direct et délibéré. L'équipe juridique de la ville a réagi rapidement, trop rapidement, pensait Simone. En l'espace de 24 heures, ils ont publié une déclaration publique pleine de mots à la mode, revoir tous les protocoles, regretter profondément la douleur causée, respecter la procédure régulière. Mais aucune excuse. Pas une seule fois. Ils veulent faire croire à de l'inquiétude, dit qu'ainsi en jetant le communiqué plié sur la table de la cuisine. Mais en réalité, ils se regroupent. Imani était assise à proximité, regardant un analyste juridique analyser l'affaire à la télévision. Que se passe-t-il maintenant, demanda-t-elle d'une voix mesurée. Félix Monroe, leur avocat, était venu les accompagner dans les prochaines étapes. D'abord, la phase de découverte, expliqua-t-elle. Ils demanderont des images, des documents, des rapports. Nous ferons pareil. Ensuite, des dépositions. Des témoins. Ils essaieront de faire durer le procès, de mettre votre patience à l'épreuve, peut-être même votre mémoire. Ils espèrent qu'on se fatigue, dit Simone d'un ton neutre. Félix n'était pas en désaccord. Mais il y avait une chose que la ville ne pouvait pas contrôler, les images des caméras corporelles. Kellner n'avait pas activé sa caméra au début de la rencontre, mais elle s'est allumée au milieu de l'incident lorsqu'il a appelé manuellement les secours. Ce qui a été capturé dans ces derniers instants était dévastateur. Pas seulement les cris ou la flexion de son bras, mais son ton, agressif, détaché. Aucun avertissement. Aucune tentative de désescalade. Pire encore, un deuxième agent était arrivé à l'arrière. Sa caméra piéton montrait Kellner marmonnant pour lui-même en s'éloignant d'Imani. À chaque fois, dit-il dans un souffle, ils agissent comme s'ils étaient la victime. Ce clip a fuité en ligne dans les 36 heures. La réaction a été immédiate. Ce n'était plus un « il a dit », elle a dit. C'était une preuve. Au milieu de tout cela, l'équipe juridique de Kellner a publié une déclaration. Ils ont tenté de présenter ces actes comme une procédure standard dans des conditions de stress accru. Ils ont évoqué l'augmentation des appels au 911 concernant des troubles de voisinage. Mais les journalistes ont creusé plus profondément et ont découvert que ces appels n'existaient pas. Personne à Bramble Street n'avait passé d'appel ce jour-là. Rien n'avait été enregistré.
La transcription radio n'a montré aucune alerte suspecte préalable, rien ne correspondant à l'apparence, au comportement ou au nom d'Imani. Il l'a inventé, murmura Imani. Simone tendit la main et lui prit la main. Ou alors il n'avait pas besoin d'inventer quoi que ce soit. Peut-être pensait-il simplement que ce qu'il voyait suffisait. Cette phrase est restée gravée dans les mémoires. Il a fait son chemin dans les gros titres, les talk-shows et les salles de classe des universités. Il pensait simplement que ce qu'il avait vu était suffisant. Pendant ce temps, le maire de la ville, un homme qui n'avait pas beaucoup parlé, se retrouvait sous pression. Les dirigeants communautaires réclamaient du changement, des mises à jour des politiques et de la transparence. Je ne peux pas ignorer ce qui se passe, a déclaré le maire Colin Rigg lors d'une conférence de presse municipale. Ce qui est arrivé à Imani Rollins est une erreur. Cela n'aurait jamais dû arriver. Et si nous ne corrigeons pas ce qui a permis que cela arrive, nous en serons tous complices. Il a ordonné un audit complet du système de plainte du département de police de Bellwood Hills et a promis d'examiner tous les cas d'inconduite antérieurs qui avaient été clos sans suivi. Ce n'était pas une solution. Mais c'était plus que des mots. Et pour la famille Rollins, cela a marqué un changement. L'affaire ne concernait plus seulement un officier, mais tout le système qui le laissait agir sans contrôle. Cela lui a permis de transférer des départements avec un dossier rempli de signaux d'alarme dont personne ne se souciait jusqu'à présent. Cette même semaine, Imani est retournée à l'école. Son bras était encore bandé. Mais elle entra dans son premier cours la tête haute. Calme, mais pas petit. Certains étudiants se sont levés à son entrée. Quelques-uns ont applaudi. Je ne voulais pas qu'il fasse une scène, a-t-elle confié plus tard à sa mère. Mais ça m'a fait du bien. J'avais l'impression d'être à nouveau à ma place. Quincy sourit. C'est ce qui compte le plus. Cependant, la bataille juridique était loin d'être terminée. Les dépositions se profilaient, tout comme les réactions négatives. Les trolls en ligne avaient déjà commencé à déformer l'histoire, remettant en question son caractère et ses intentions. Imani savait que cela n'allait pas être facile. Mais elle savait aussi qu'elle n'était pas seule. La justice ne se résume pas à une seule salle d'audience. Il s'agit de chaque choix fait lorsque personne ne regarde. 2 mois s'étaient écoulés depuis le jour où Imani Rollins était allé faire un jogging et était parti en ambulance. Son plâtre avait été retiré, mais son bras n'était plus le même. Cela lui faisait encore mal les matins humides, cela se resserrait encore quand elle s'étirait trop. Son physiothérapeute lui a dit qu'il lui faudrait peut-être une année entière pour se sentir à nouveau normal. Ou alors, ça ne sera peut-être plus jamais pareil. Mais la partie la plus difficile à guérir n'était pas son bras. C'était ce qui s'était installé dans son esprit depuis ce jour-là. Cela se manifestait par de petites choses, la façon dont elle traversait la rue plutôt qu'elle ne l'aurait cru lorsqu'une voiture de patrouille tournait au coin de la rue, la façon dont elle vérifiait 3 fois sa carte d'identité avant d'aller au magasin, la façon dont sa voix se durcissait lorsqu'un inconnu la fixait trop longtemps. Elle n'avait pas peur. Elle était alerte. Il y a une différence. Mais cela ne ressemblait pas à de la liberté. À l'intérieur d'un modeste centre communautaire de Stockton, la famille Rollins s'est assise côte à côte pour une réunion publique. Pas de presse. Pas de micro. Pas de médias. Juste des rangées de chaises pliantes, un cercle de résidents et une pancarte manuscrite collée au mur. À quoi ressemble la justice? Le modérateur, un juge à la retraite nommé Wallace Downey, a regardé autour de la salle. Avant de parler de droit, a-t-il déclaré, parlons d'impact. Parlons des dommages silencieux que ce genre de choses cause. Imani n'avait pas prévu de parler. Mais quand il a ouvert la porte, elle a levé la main. Elle se leva lentement, utilisant son bras indemne pour se stabiliser. Avant, je pensais que la justice était synonyme de conséquence, a-t-elle commencé. Comme si quelqu'un avait fait quelque chose de mal et que quelque chose lui était arrivé à cause de cela. Les têtes hochèrent la tête. Mais maintenant, je pense que c'est plus que ça, a-t-elle poursuivi. Je pense que la justice, c'est quand des gens comme moi n'ont pas à s'expliquer pour être tranquilles. Quand une erreur comme celle qui m'est arrivée n'est plus normale. Quand un nom n'a plus besoin d'être célèbre pour être écouté. Elle regarda autour d'elle dans la salle, des personnes âgées, des enseignants, des étudiants, des parents. Je ne veux pas de statue, dit-elle doucement. Je veux juste courir à nouveau, sans hésiter. Un silence s'ensuivit. Quelques personnes s'essuyèrent les yeux. Un jeune homme à l'arrière a applaudi une fois, puis une autre fois.
La salle suivit. Quincy regarda sa fille et cligna des yeux pour retenir son émotion. Simone lui prit la main et la serra. Après l'événement, une femme plus âgée s'est approchée d'Imani. Elle portait un foulard vert en lambeaux et sentait légèrement la lavande. « Ma petite fille a vu ta vidéo », dit-elle en souriant doucement. Elle garde la tête haute maintenant pour aller à l'école. Avant, elle se courbait comme si elle voulait disparaître. Mais maintenant, elle marche comme toi. Imani ne savait pas quoi dire. Elle a juste souri, a murmuré merci et a serré la femme fort dans ses bras. La justice était devenue autre chose à ses yeux. Ce n'était pas un marteau. Ce n'était même pas pour la victoire judiciaire qu'il se battait. C'était voir les gens changer au juste un peu à cause de ce qu'elle avait vécu. Mais tout le monde n'a pas changé. La même semaine, l'équipe juridique de l'agent Kellner a proposé un règlement confidentiel. Pas d'aveu de culpabilité. Un dédommagement financier. Pas de procès. Quincy a lu l'offre et l'a rejetée. Nous n'avons pas fait cela juste pour prendre un chèque, a-t-il déclaré. Simone était d'accord. Nous ne vendons pas notre silence. Leur avocat, Félix, a exposé la vérité. Rendre l'affaire publique signifie plus de visibilité et plus d'attaques. Ce ne sera pas propre. Imani a parlé avant que l'un ou l'autre des parents ne puisse le faire. Je veux que ce soit public. Félix hocha la tête. Alors nous irons au procès. Entre-temps, la ville a annoncé de nouvelles politiques concernant la conduite des agents. Règles plus strictes pour l'utilisation des caméras corporelles. Formation actualisée pour les interactions avec les jeunes. Et un conseil de surveillance civile, le premier du genre dans le comté. De petits pas, mais réels. Rien de tout cela ne serait arrivé sans elle. À la maison, par un chaud dimanche matin, Imani a enfilé ses baskets. Son bras était encore raide, mais ça fonctionnait. Elle se tenait à la porte d'entrée, des écouteurs dans une main, l'autre planant au-dessus de la poignée. Quincy l'a ouvert pour elle. « Tu es sûr ?» demanda-t-il. Elle leva les yeux. « Ouais. J'en ai besoin. » Simone l'embrassa sur le front en sortant. Et tandis qu'elle courait dans les mêmes rues, devant la même boîte aux lettres où tout cela s'était passé, elle le sentit. Ni soulagement, ni sécurité. Respire juste. Et pour l'instant, c'était suffisant. Parce que la justice ne ressemble pas toujours à une punition. Parfois, cela ressemble simplement à une chance de vivre sans peur. 3 semaines avant le procès, un groupe d'étudiants de l'Université d'État de Fresno a invité Imani à prendre la parole. Ce n'était pas un grand événement, peut-être 60 étudiants dans une salle de cours. La plupart d'entre eux étudiaient la justice pénale et la sociologie. Pas d'appareil photo. Pas de flash. Juste des chaises pliantes, des cahiers et des stylos qui cliquaient doucement. Elle se tenait sur le podium, son bras gauche encore visiblement marqué. La cicatrice apparaissait sous sa manche, un rappel qu'elle n'avait pas demandé. « Je ne suis pas venue ici pour être un symbole », dit-elle en parcourant la salle du regard. « Je suis venue parce que je pense que les gens méritent d'entendre ce que cela représente, pas seulement ce que cela donne sur un écran. » Elle s'arrêta. « C'est comme si on vous disait que vous n'avez pas votre place, même là où vous êtes déjà. Comme si votre nom ne signifiait rien tant que les gens ne connaissent pas celui de votre père. Et puis soudain, vous faites la une des journaux. » Quelques étudiants hochèrent la tête. Une femme au 2e rang griffonnait des notes, les sourcils froncés de concentration. « Et qu'en est-il des filles dont on ne connaît pas le père ?» demanda Imani. « Qui n'est pas cru? Qui n'est pas enregistré ?» Silence. Lourd. « Je ne veux pas être un symbole, » répéta TL. « Mais si les gens veulent me regarder, autant dire quelque chose de vrai. » Par la suite, un professeur s'est adressé à elle en privé. « C'était plus honnête que la plupart des gens ne peuvent le supporter, » a-t-il dit. « Continuez à parler. Il faut mettre les gens mal à l'aise. » Imani sourit poliment. Mais la vérité était qu'elle ne voulait pas continuer à parler indéfiniment. Elle voulait retourner dans son équipe d'athlétisme. Aux rencontres du week-end avec son club STEM. Au plan de remise des diplômés à la nourriture de la cafétéria du collège. Ni conférence de presse, ni procès. Mais la vie avait déjà bougé, et elle l'avait emporté avec elle. Le matin de la première audience, une file d'attente s'est formée devant le palais de justice. Des journalistes, des militants, des habitants, certains ayant fait des heures de route pour être là.
Une femme brandissait une pancarte, elle appartient à cet endroit. À l'intérieur, l'atmosphère était tendue. Les avocats triaient les papiers. Les appareils photo cliquaient. Un artiste de la cour a dessiné Imani à une distance respectueuse. Kellner était assis de l'autre côté de l'allée, le visage indéchiffrable. Il ne l'a pas regardé. Pas une seule fois. Son avocat a fait la déclaration d'ouverture. Cette affaire n'est pas une question de célébrité, a-t-il déclaré. Il s'agit de dignité. Du droit d'une jeune fille à se déplacer librement dans un endroit qu'elle considère comme son foyer. De la paix que nous méritons tous, mais que si peu de gens ont. La défense a tenté de réduire cela à des protocoles, à de la discrétion, à des problèmes de communication. Mais la vidéo avait déjà parlé. L'audio avait déjà révélé l'intention. Et le public n'y croyait pas. Cependant, l'issue n'était pas certaine. Après l'audience, Imani a traversé le hall du palais de justice avec Simone à ses côtés. Un petit groupe s'était rassemblé près de la sortie. Parmi eux, une mère tenant la main de son fils. Le garçon ne semblait pas avoir plus de 8 ans. « C'est elle », murmura-t-il, d'une voix si légère qu'on aurait pu croire à une pensée échappée. Sa mère hocha simplement la tête. « C'est Imani. » Le petit garçon se retourna lentement, les yeux grands ouverts, illuminés d'une admiration silencieuse. « Tu as été blessé, et tu es quand même revenu. » Imani s'agenouilla légèrement, un sourire doux glissant sur ses lèvres. « Oui, » répondit-elle avec tendresse, « je l'ai fait. » Sans dire un mot de plus, le garçon fouilla dans la poche intérieure de sa veste et en sortit un petit papier plié en 4. C'était un dessin, simple et sincère, quelques traits esquissés au crayon de couleur, une jeune fille courant à grandes enjambées sous un grand soleil jaune éclatant, vibrant comme une promesse. Et tout en bas, tracé d'une main tremblante et encore mal assurée, un message écrit avec l'intensité de l'enfance. Elle est plus rapide que la haine. Imani pressa le dessin contre sa poitrine, le cœur battant, comme si elle voulait l'imprimer dans sa chair. « Merci », souffla-t-elle, la voix basse, émue. Plus tard, dans le silence de sa chambre, le monde dehors s'étant tu, elle retourna doucement chez elle, refermant la porte derrière elle comme on ferme un chapitre. Elle accrocha le dessin près de son miroir, pas parce qu'elle aimait son reflet ces temps-ci, pas parce qu'elle cherchait à se voir, mais parce que ce dessin, ce fragment d'innocence et de vérité, lui rappelait une chose essentielle, quelqu'un, quelque part, l'avait vu. Vraiment vu. Pas comme un titre en une. Pas comme une affaire judiciaire. Mais comme une personne. Une personne qui s'était levée, qui avait tenu bon, et qui, malgré tout, avait continué. Elle s'assit sur le bord de son lit, ouvrit lentement son ordinateur portable, les doigts hésitants mais résolus sur le clavier. Et elle écrivit. « Si tu regardes ceci en te disant, ça ne pourrait jamais arriver à quelqu'un comme moi, alors c'est toi que j'avais le plus besoin d'atteindre. J'ai été poli. J'ai obéi. Je n'ai rien fait de mal. Et pourtant, c'est arrivé. Cette histoire n'est pas une tragédie. Elle n'est pas finie. Elle parle de ce qui commence à changer lorsque l'on cesse de laisser la peur être la voix la plus forte dans la pièce. Assurons-nous que la prochaine fille n'aura pas besoin d'un nom célèbre pour exister, pour compter, pour être crue. » Elle publia le message, puis ferma l'écran. Et s'allongea. Pas en tant que victime. Pas comme un symbole figé dans l'opinion publique. Mais simplement comme elle-même. Et si cette histoire t'a touché, ému, interpellé? Alors parlant. Fais-la vivre. Pas parce qu'elle concerne une personne célèbre. Mais parce qu'elle n'aurait jamais dû exister ainsi. Jamais.